Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands, des plus fascinants mystères de l'histoire de France. C'est une énigme qui a tenu le pays en haleine pendant presque 200 ans et qui a donné naissance à des légendes incroyables. Tout part de cette question. Une question toute simple, en apparence. Mais c'est elle qui a nourri des décennies d'espoir, de complots, d'impostures. Alors accrochez-vous bien, on va remonter le temps ensemble. Bon, pour bien comprendre, commençons par le début, l'histoire officielle. Celle qui se passe dans un endroit plutôt sinistre, la prison du Temple, en plein Paris. C'est là que le destin du jeune Louis XVII va basculer et, en théorie, s'achever de la manière la plus tragique qui soit. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, hein. On ne parle pas de n'importe quel enfant. C'est le dauphin, l'héritier du trône de France. Ses parents, le roi et la reine, viennent d'être emportés par la Révolution, par la guillotine. Il est tout seul, le dernier symbole d'une monarchie à terre. La chronologie officielle est sombre, très sombre. Après 3 ans passés enfermé, affaibli par la maladie, probablement par les mauvais traitements, le petit garçon s'éteint. On pratique une autopsie, son cœur est prélevé, c'était une vieille tradition royale, et son corps, lui, est jeté dans une fosse commune. Fin de l'histoire. Du moins, c'est ce qu'on croit. Mais voilà, à peine l'histoire officielle est-elle scellée que déjà une autre version commence à circuler. On annonce sa mort et quasi immédiatement le doute s'installe. Une question simple mais terriblement puissante commence à émerger. Et si ça ne s'était pas du tout passé comme ça? Et ces questions, elles se répandent comme une traînée de poudre. Surtout chez les royalistes, bien sûr, qui rêvent de voir la monarchie restaurée. L'idée que l'héritier légitime soit encore en vie quelque part, c'est un espoir immense. C'est plus qu'un rêve, c'est une véritable arme politique qui va déstabiliser les régimes pendant tout le 19e siècle. Cette incertitude, elle va nourrir une contre-histoire d'une ténacité incroyable. Les sources de l'époque utilisent cette très belle expression pour décrire cet espoir. Une braise sous la cendre. L'image est parfaite, non? C'est cet espoir qui ne s'éteint jamais vraiment. L'idée qu'un roi légitime se cache quelque part en Europe et qu'il attend son heure. Eh bien, cette braise, elle va bientôt enflammer l'imagination de tout un pays. Et voilà la conséquence la plus folle de cette rumeur. Plus de 30 hommes, oui, plus de 30 vont surgir de nulle part, chacun affirmant le roi perdu, c'est moi. On va les appeler les faux dauphins. C'est un phénomène absolument ahurissant. Alors évidemment, parmi cette foule de prétendants, il y en a un qui va vraiment sortir du lot. Un homme dont l'histoire est si détaillée, si troublante, qu'elle va semer le doute pendant des décennies. C'est lui qui va devenir le cœur de la légende. Son nom, Karl Wilhelm Naundorff. Naundorff, ce n'est pas juste un affabulateur parmi d'autres. Non, lui, il arrive avec un récit hyper précis de son évasion, de sa vie clandestine, et son histoire va complètement captiver l'opinion publique. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que plusieurs éléments semblent lui donner raison. Il connaît des détails sur la vie à Versailles que, logiquement, seul le vrai prince pouvait connaître. D'anciens serviteurs de la cour fondent en larmes en le voyant et jurent le reconnaître. Le mystère ne fait que s'épaissir. Et Naundorff, il ne va jamais lâcher l'affaire. Jamais. Il va se battre toute sa vie pour être reconnu, allant jusqu'à lancer des procédures judiciaires. Son obstination est telle que même après sa mort, ses descendants vont continuer le combat, pendant que les historiens, eux, restent évidemment très, très sceptiques. Donc, pendant presque 2 siècles, le débat fait rage. D'un côté, les partisans de Naundorff, de l'autre, les historiens. La légende a l'air insoluble. Et puis, à l'aube du XXIe siècle, un nouvel arbitre, froid, implacable, va entrer en jeu pour trancher une bonne fois pour toutes. La science. Et plus précisément, la génétique. Le protocole est d'une clarté scientifique absolue. Des chercheurs retrouvent ce fameux cœur, conservé depuis 1795. Ils réussissent à en extraire de l'ADN, et ils comparent cet ADN à celui de parents vivants de Marie-Antoinette par la lignée maternelle. C'est l'instant de vérité. Et là, le résultat tombe. Il est sans appel. L'ADN correspond. Le cœur appartient bien à un enfant de la même lignée que Marie-Antoinette. Autrement dit, l'enfant qui est mort dans la prison du Temple était, sans l'ombre d'un doute, le vrai Louis XVII. C'est la fin de l'énigme. La science vient de prouver que l'histoire de l'évasion n'a jamais eu lieu. Et du coup, toutes les revendications des faux dauphins, y compris celles si convaincantes de Naundorff, tout ça est réduit à néant. On pourrait se dire, bon, affaire classée. Mais alors pourquoi est-ce que cette histoire continue de nous fasciner autant aujourd'hui? C'est peut-être là que se trouve la partie la plus intéressante de toute cette affaire. C'est parce que ce récit y touche à quelque chose de bien plus profond, à des thèmes universels. Le drame du Temple, c'est l'histoire d'un enfant roi brisé par la grande histoire. C'est un symbole d'innocence sacrifié sur l'autel de la Révolution. C'est une figure tragique, presque mythologique.
Finalement, ce qui nous captive, ce n'est pas tant de savoir qui étaient les imposteurs, c'est ce besoin très humain de croire qu'une autre fin était possible, ce besoin de croire qu'au milieu du chaos, de la tragédie, l'espoir, lui, peut survivre, caché quelque part. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. La science a donné sa réponse, c'est un fait. Mais le pouvoir d'une bonne histoire, lui, est éternel. Le petit roi du temple n'a jamais régné, c'est vrai, mais sa légende, elle, continue de hanter notre histoire.